Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une période absolument charnière de l'histoire de France. Un moment où le royaume, vraiment au bord du gouffre, a été sauvé par un duo, disons, improbable, mais terriblement efficace. Un roi et son cardinal. C'est l'histoire de la naissance de la France moderne. Allez, on y va. Alors, essayons de visualiser la situation. On est en 1610. Le grand roi Henri IV vient tout juste d'être assassiné. Son fils, Louis XIII, n'a que 9 ans. C'est un enfant. Le pouvoir est donc vacant, les nobles s'agitent, les factions religieuses menacent de déchirer à nouveau le pays, et bien sûr, les puissances étrangères observent, prêtes à sauter sur l'occasion. La question est immense. Comment sauver un royaume au bord du chaos? Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut vraiment regarder la France de cette époque de plus près. Au début du XVIIe siècle, le royaume est un véritable champ de mines. La mort de Henri IV laisse un vide énorme. Forcément, un roi enfant ne peut pas gouverner directement. C'est donc sa mère, Marie de Médicis, qui prend les rênes du pouvoir. Et cette période d'incertitude, ça porte un nom, c'est une régence. Une régence, c'est très souvent une période de grande faiblesse pour une monarchie. Pourquoi? Parce que les grands seigneurs, les nobles, y voient une occasion en or de récupérer le pouvoir qu'un roi fort comme Henri IV leur avait enlevé. Et croyez-moi, ils ne vont pas se priver de tenter leur chance. Les dangers viennent vraiment de partout. D'un côté, on a les grands nobles du royaume qui se révoltent ouvertement, qui défient l'autorité du jeune roi, et de l'autre, il y a la faction protestante qui, même si elle est protégée par l'édit de Nantes, s'organise presque comme un État autonome, un État dans l'État qui menace directement l'unité du royaume. Bref, la France est sur le point de replonger dans l'horreur des guerres de religion. Et c'est là, face à cette situation critique, qu'une alliance va absolument tout changer. C'est la rencontre d'un roi qui commence à mûrir et d'un ministre à la vision implacable. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence de Louis XIII. Alors que la cour entière conspire pour se débarrasser de ce nouveau ministre un peu trop ambitieux, le roi, lui, comprend que ce cardinal, Richelieu, eh bien c'est la solution. Il va lui donner sa confiance absolue et le soutenir contre vent et marée. C'est le début d'un véritable duo de choc. Leur objectif est clair, il est unique et sans aucun compromis. Restaurer l'autorité de l'État et faire de la France la plus grande puissance d'Europe. Chaque décision, chaque action, tout sera guidé par cette seule et unique ambition. Alors la première étape de leur grand plan, c'est de faire le ménage, à l'intérieur des frontières. Logique, avant de vouloir s'imposer à l'extérieur, il faut d'abord être maître chez soi. Richelieu identifie deux obstacles majeurs à l'autorité du roi. D'abord, l'arrogance des nobles, qui se croient au-dessus des lois. Et ensuite, l'autonomie militaire des protestants. Il va s'attaquer à ces deux problèmes avec exactement la même fermeté. Le premier symbole de cette indiscipline des nobles, c'est le duel. À l'époque, c'est une véritable épidémie. Pour un mot de travers, une petite querelle, les nobles sortent l'épée et s'entretuent. Pour Richelieu, c'est un gaspillage absurde de forces vives, de sang qui devrait être versé pour le roi et pour la France. Il va donc faire quelque chose de radical. Il interdit purement et simplement les duels. Mais bon, une simple interdiction, ça ne suffit pas toujours. Pour bien montrer qu'il ne plaisante pas du tout, Richelieu va utiliser le symbole ultime du pouvoir de l'État, l'échafaud. L'histoire est célèbre. Deux jeunes nobles de très grande famille décident d'ignorer l'interdiction et se battent en plein jour, à Paris. Ils sont arrêtés, jugés, et malgré les supplications de toute la cour, ils sont décapités. Le message est brutal, oui, mais terriblement efficace. La mode meurtrière des duels s'arrête presque du jour au lendemain. L'autorité du roi est réaffirmée. Le deuxième front intérieur, c'est la question protestante. Leur plus grande place forte, La Rochelle, reçoit de l'aide des Anglais qui sont les ennemis jurés de la France. Richelieu prend les choses en main personnellement. Il dirige le siège et ordonne un projet qui paraît complètement fou, construire une digue immense pour fermer l'accès au port par la mer. Complètement asphyxiée, la ville finit par se rendre. Le pouvoir militaire des protestants est brisé, l'unité du royaume est restaurée. Bon, une fois que l'ordre est rétabli en France, Richelieu et Louis XIII peuvent enfin se tourner vers leur plus grand objectif, briser la puissance qui encercle littéralement le royaume, la fameuse maison d'Autriche, c'est-à-dire les Habsbourg. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose qui, à première vue, semble être une énorme contradiction. Richelieu, un cardinal de l'Église catholique, qui vient de mater la rébellion des protestants français, se met tout à coup à financer et à aider les princes protestants d'Allemagne dans leur guerre contre l'empereur, qui lui est catholique. Alors comment on explique ça? La réponse, c'est la clé de toute la politique de Richelieu. C'est ce qu'on appellera plus tard la raison d'État.
Pour lui, les actions ne sont pas guidées par la foi, mais par une seule et unique chose, l'intérêt supérieur de la France. L'ennemi, ce n'est pas la religion protestante en soi. L'ennemi, c'est la dynastie des Habsbourg qui encercle et menace d'étouffer le royaume de France. Et pour affaiblir cet ennemi, Richelieu est prêt à s'allier avec n'importe qui. Pour mener cette politique très complexe, Richelieu n'utilise pas que la guerre, loin de là. Il excelle dans la diplomatie secrète. Et pour ça, il est aidé par son plus proche confident, un moine capucin du nom de Père Joseph. Son influence était si grande, si discrète, qu'on l'a surnommé l'éminence grise. C'est une expression qui est restée dans la langue française pour parler d'un conseiller puissant qui agit dans l'ombre. Alors au final, quel est le bilan de cette collaboration si intense entre le roi et son cardinal? Quel héritage est-ce qu'il laisse à la France? Les résultats sont spectaculaires. En une trentaine d'années, ils ont complètement transformé la France. L'autorité du roi est maintenant absolue, incontestée. Le pouvoir des grands seigneurs est brisé, et sur la scène européenne, la France est en train de devenir la puissance dominante. Cette phrase, qu'il aurait prononcée sur son lit de mort, résume l'homme tout entier. Quand son confesseur lui a demandé s'il pardonnait à ses ennemis, Richelieu aurait répondu « Je n'en ai jamais eu d'autres que ceux de l'État ». Une loyauté absolue, non pas à une personne, non pas à une foi, mais à l'idée même de l'État français. Leur destin les aura liés jusqu'au bout. Louis XIII suit son ministre dans la tombe à peine 6 mois plus tard, comme s'ils étaient vraiment inséparables. Il laisse derrière eux un État centralisé, moderne et puissant. En fait, tout le travail de Louis XIII et de Richelieu a préparé le terrain. Ils ont construit les fondations solides sur lesquelles le successeur de Louis XIII, un petit garçon qui deviendra Louis XIV, pourra bâtir la monarchie absolue la plus brillante d'Europe. La scène est prête pour le roi Soleil.